Je m'appelle Adeline Townsend. J'ai 30 ans. Et pendant 26 de ces années, j'ai cru que j'étais adopté. En avril dernier, lors du mariage de mon cousin à Millfield, en Caroline du Nord, ma tante Lorraine a bu 4 coupes de champagne, et a prononcé 7 mots qui ont fait exploser 3 familles. Que s'est-il passé dans les 5 jours qui ont suivi ce mariage? Les résultats ADN. La lettre que j'ai trouvée dans le placard de ma mère. La demi-sœur dont j'ignorais totalement l'existence. Même en essayant, je n'aurais pas pu inventer tout cela. J'ai fait le test un lundi. Dès le jeudi, 3 familles s'étaient effondrées. Et la femme qui maintenait tout cet édifice avec son silence, et ses dîners du dimanche, elle ne l'a jamais vu venir. Avant de vous ramener à ce fameux samedi d'avril, prenez une seconde pour aimer la vidéo, et vous abonner. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à exister. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Millfield. Une population de 4000 habitants. Le genre de petite ville où tout le monde connaît votre nom, vos affaires, et sait qui s'assoit sur quel banc, le dimanche matin. J'ai grandi dans la 3e rue après le bureau de poste. Dans une maison jaune, avec une clôture en grillage. Et avec une mère qui me rappelait chaque semaine à quel point j'étais chanceuse d'avoir été choisie. Choisie. Ce mot me suivait partout. Ma mère, Linda, avait une façon de le dire qui paraissait généreuse. Nous t'avons choisi, Adeline, parmi tous les autres. Nous t'avons choisi. Elle le disait à la table du dîner. Elle le disait dans la voiture. Elle l'a dit quand j'ai demandé de nouvelles baskets, et qu'elle a refusé, parce que Tyler, mon grand frère, son fils biologique, avait besoin de crampons de baseball en priorité. Tyler a 33 ans. 3 ans de plus que moi. Il a eu la plus grande chambre, la première voiture, le fonds pour l'université. Moi, j'ai eu un lit simple dans la chambre à côté du chauffe-eau, et une compréhension très claire de la hiérarchie. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas négligé. J'étais nourri. J'avais des vêtements. J'allais à l'école. Mais il y avait une ligne de démarcation, dans notre maison. Tyler se tenait d'un côté, et moi de l'autre. Et cette ligne était tracée par un seul mot, adopté. Quand j'avais 12 ans, j'ai posé des questions à ma mère sur mes parents biologiques. Juste une fois. Elle a pleuré pendant 2 heures. S'est assise sur le sol de la cuisine, les genoux ramenés contre elle. Le mascara coulant. En me disant que je lui brisais le cœur. Mon père, Frank, est rentré du travail, l'a vu par terre, m'a regardé, et a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'avais 12 ans. J'avais juste posé une question. Je n'ai plus jamais posé la question. Ni à 13 ans. Ni à 16 ans. Ni à 22 ans, quand j'ai obtenu mon diplôme en sciences de laboratoire clinique. Et personne de ma famille biologique n'était dans le public, parce qu'on m'avait entraîné à croire qu'ils ne voulaient pas de moi. Cela représente 14 ans de silence. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que ma mère faisait en sorte que s'en soucier, ressemble à une trahison. J'ai payé moi-même mes études à l'université d'East Carolina. 4 années de bourse, de travail à temps partiel en laboratoire, et de nuits instantanées. Les sciences de laboratoire clinique. Le genre de diplôme où l'on passe ses journées à faire des analyses de sang, et des dépistages génétiques, pour des personnes qui ont besoin de réponses sur leur propre corps. Le jour de la remise des diplômes, Linda n'est pas venue. Elle aidait Tyler à emménager dans sa nouvelle maison. Tyler, qui avait reçu un acompte de mes parents. Tyler, dont la maison se trouvait à 40 minutes de là. Ma cérémonie avait lieu à 14 h un samedi, et elle a choisi de porter un carton de déménagement, à la place. Frank est venu seul. Il a conduit pendant 90 minutes dans son camion de travail. Il s'est assis au dernier rang, avec un bouquet à 12 € acheté à la station-service. Je l'ai vu applaudir quand ils ont appelé mon nom. C'est l'image que je garde en tête. Mon père, dans ses bottes à embout d'acier. Assis derrière 300 inconnus. Tenant des œillets de supermarché, comme si c'était des roses. J'ai été embauché à l'hôpital régional de Mersey-Valley. Salaire de départ, 68 000 €. Je traite des tests de diagnostic, de l'hématologie, des dépistages génétiques, des marqueurs tumoraux. Je confirme les pires craintes des autres en 3 exemplaires. Et je le fais avec des mains fermes, et une voix calme. À 28 ans,
je possédais une maison. 2 chambres, une salle de bain, 145 000 €, autofinancée. Aucune aide de Linda. Aucune aide de Nana Ruth. Aucune aide de quiconque portant le nom de Townsend. Voici la partie qui me trouble encore. Je traite des échantillons d'ADN 5 jours par semaine. Des tests de paternité, des panels de parenté, des dépistages prénataux. J'ai dit à des inconnus que leurs enfants n'étaient pas biologiquement les leurs. J'ai regardé des mariages se dissoudre, de l'autre côté d'un rapport de laboratoire. Mais je n'ai jamais fait mon propre test. Je ne l'ai même jamais envisagé. Car je connaissais déjà la réponse. J'étais adopté. Fin de l'histoire. Sauf que, ce n'était pas la fin. Chaque famille possède un trône. Dans la famille Townsend, Nana Ruth a bâti le sien avec 16 hectares de terre, et des dîners dominicaux. Ruth Townsend a 78 ans. Elle est membre de l'église baptiste de Millfield depuis 1972, et présidente du ministère des femmes depuis 1998. Elle possède 16 hectares de terres agricoles au nord de la route 7, des terres d'une valeur d'environ 350 000 €. Et elle dirige le déjeuner du dimanche dans sa ferme, comme un général 4 étoiles dirige sa formation. La présence n'est pas facultative. Chaque dimanche à 13 h, la famille se réunit autour de sa table en chêne de 12 places. Vous vous asseyez là où elle vous l'indique. Vous mangez ce qu'elle sert. Vous dites le bénédicité quand elle vous fait signe. Et, en aucune circonstance, vous ne remettez en question Nana Ruth. 6 mois avant le mariage, en octobre, Nana Ruth a convoqué un dîner de famille pour annoncer son plan de succession. J'étais assise tout au bout. Entre la femme de Tyler, Brooke, et une chaise vide que personne n'avait réclamée. Tyler recevrait 6 hectares. Megan, la fille de David et Lorraine, l'autre petite fille de Nana Ruth, recevrait 4 hectares. Les 6 hectares restants iraient au fonds de construction de l'église. Mon nom ne fut pas mentionné. J'ai levé la main. Sans faire de drame, juste un petit geste. Comme si je demandais la permission dans une salle de classe. Nana Ruth, et moi. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Patiente, presque gentille. La terre reste dans la lignée, ma chérie. Tu comprends? Il y avait 10 personnes à cette table. Personne n'a dit un mot. J'ai hoché la tête, et j'ai dit, merci pour le dîner. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je suis resté assise dans ma voiture, dans l'allée, pendant 11 minutes avant de rentrer. Je ne comprenais pas, à l'époque. Mais cette lignée qu'elle protégeait, j'en faisais déjà partie. L'oncle David était différent. David Townsend est le petit frère de Frank. Il a 50 ans. C'est un charpentier, qui dirige seul son atelier dans une grange aménagée, sur Oakdale Road. Il fabrique des étagères sur mesure, des armoires de cuisine, des chaises à bascule. C'est un homme discret. Avec des mains épaisses. Le genre de gars qui en dit plus avec un hochement de tête, que la plupart des gens dans un long paragraphe. Il est celui qui a répondu présent, à chaque fois. Quand j'avais 8 ans, il m'a offert un cadeau d'anniversaire que personne d'autre n'avait pensé à acheter. Un petit médaillon en argent, sur une fine chaîne. À l'intérieur, la lettre a été gravée. Une écriture minuscule, et soignée. Ce A est pour toi, a-t-il dit. Pour personne d'autre. Linda l'a regardé me le tendre. Elle n'a pas dit merci. Elle a pincé les lèvres, et s'est retournée vers la cuisinière. David est venu à mon expo Science en 5e. Il a conduit 40 minutes pour ça. Il est venu à ma remise de diplôme universitaire. Il s'est assis 3 rangées derrière Frank, portant une chemise en flanelle propre. Il m'a envoyé un SMS le matin où j'ai commencé à Mersey Valley. Fier de toi, a dit. Toujours. Sa femme, Lorraine, était plus difficile à cerner. Elle était assez chaleureuse, bien sûr. Apportant des plats mijotés à chaque repas à partage. Me prenant dans ses bras au fait. Mais parfois, je la surprenais en train de m'observer. Pas avec hostilité. C'était plutôt comme si elle mesurait quelque chose. Comparant des distances, regardant mon visage, pour ensuite détourner le regard trop vite. De la manière dont on le fait quand on a failli dire quelque chose qu'on ne devrait pas. J'ai porté ce médaillon tous les jours sous ma blouse, contre ma clavicule, là où personne ne pouvait le voir. Pendant 22 ans.
Je pensais que c'était le cadeau d'un oncle gentil, qui me traitait mieux que le reste de la famille. J'avais raison pour la gentillesse. J'avais tort concernant l'oncle. En janvier, 3 mois avant le mariage, Frank s'est effondré à l'entrepôt, là où il gérait la logistique d'expédition depuis 19 ans. Un léger accident vasculaire cérébral, son côté droit s'est affaibli. Ils ont appelé une ambulance à 10h14. J'étais au travail, dans le même hôpital. J'ai entendu son nom dans les haut-parleurs. Townsend Frank, arrivé aux urgences. Ma tasse de café a heurté le comptoir, avant même que l'annonce ne soit terminée. J'ai couru en bas. Ma blouse, mon badge, la totale. Je connaissais chaque infirmière à cet étage. J'ai atteint sa chambre en moins de 4 minutes. Linda est arrivée 40 minutes plus tard. Le manteau à moitié boutonné, le sac à main pendant à un bras. Elle m'a vu debout près du lit de Frank, et la première chose qu'elle a dite n'a pas été « Comment va-t-il » Ce n'était pas « Dieu merci, tu étais là ». Elle s'est tournée vers l'infirmière en chef, et a déclaré « Elle n'est pas de la famille proche. Elle est adoptée. C'est moi qui prends les décisions médicales. » 11 mots. L'infirmière m'a regardé. J'ai reculé dans le couloir. Frank s'est rétabli. Il avait besoin de rééducation, d'un ajustement de sa tension artérielle, et de quelqu'un à proximité pour surveiller ses médicaments. J'habite à 8 minutes de l'hôpital. Je travaille dans le bâtiment. Mais Linda a choisi Tyler. Tyler, qui vit à 2 heures au sud, à Fayetteville. Tyler, qui vient en visite peut-être 2 fois par mois. Je n'ai pas discuté. Je l'ai avalé de la même manière que j'avalais les choses depuis 26 ans. Avec une mâchoire serrée, et une allée vide. Cette nuit-là, Marcus, mon petit ami de 32 ans, ingénieur civil, l'homme le plus stable que j'ai jamais connu, s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais envisagé. « Bébé, as-tu déjà vraiment vu tes papiers d'adoption » J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis je l'ai refermée. Non, je ne les avais jamais vus. Avril. Le mariage de Megan Townsend et Jake Holloway. Megan est la fille de David et Lorraine. 25 ans. Une fille douce. J'aime bien Megan. Ça a toujours été le cas. Elle est la seule cousine qui ne m'a jamais donné l'impression d'être une note de bas de page. La cérémonie s'est déroulée à l'église baptiste de Millfield. L'église de Nana Ruth, naturellement. Et la réception, dans une grange aménagée sur Garrett Road. 180 invités, des guirlandes lumineuses, un groupe de country. Bref, toute cette belle et coûteuse production. Linda m'a appelé le mardi précédent. Non pas pour me demander comment j'allais, ni pour vérifier si j'avais besoin qu'on me conduise. Elle m'a appelé pour m'attribuer une place. Tu es à la table 9, avec les cousins. La table 9. À l'autre bout de la salle par rapport aux tables de la famille. Coincé entre le colocataire d'université de Jake, et le voisin de sa grand-mère venue de Raleigh. C'est laquelle m'a mise. Tyler était assis à la table 1. Avec Linda, Frank, Nana Ruth, David, et Lorraine. La table de la lignée. Je l'ai dit à Marcus. Il a posé sa fourchette, et m'a regardé longuement. Nous ne sommes pas obligés d'y aller. J'y vais pour Megan, pas pour eux. Le samedi est arrivé. Je portais une robe bleu marine, achetée en solde chez Nordstrom Rack. 27 €. J'ai attaché le médaillon en argent autour de mon cou. Marcus a conduit. Nous sommes arrivés à la grange à 17h15. Des guirlandes lumineuses, des centres de table à la lavande, l'odeur du bourbon et du bois fraîchement coupé. 180 personnes, qui connaissaient toutes les affaires des uns et des autres. Nana Ruth m'a vu la première. A fait un signe de tête sec, sans sourire. David m'a vu en second. Il s'est approché, m'a serré dans ses bras, et m'a tenu une fraction de seconde trop longtemps. J'ai senti sa main appuyée contre mon dos, juste entre mes omoplates. La façon dont quelqu'un s'agrippe à vous, quand il sait quelque chose que vous ignorez. Lorraine observait depuis le bar. Elle en était déjà à son 2e verre. La réception a progressé comme le font les mariages de petite ville. Lentement d'abord, puis plus bruyamment après les toasts. Tyler a prononcé un discours. Il s'est levé à la table 1, a fait teinter son verre,
et a dit quelque chose sur le sang des Townsend qui coule dans nos veines. Cette famille, a-t-il dit, nous restons soudés. Marcus m'a serré la main sous la table. Le groupe a joué, les gens ont dansé, le gâteau a été coupé. Le photographe a fait le tour de la pièce, prenant des photos sur le vif que personne n'avait demandé. Et Lorraine. Tante Lorraine, la femme de David, la mère de la mariée, continuait de boire. Vers 21h, elle était passée du champagne au bourbon. Je l'ai observée à travers la salle. 48 ans, les cheveux relevés, le mascara commençant à couler. Elle riait trop fort à quelque chose que la mère de Jake venait de dire. Elle a pris Meghan dans ses bras 2 fois en 10 minutes, s'essuyant les yeux à chaque fois. Puis elle s'est excusée, et s'est dirigée vers les toilettes. Son chemin l'a fait passer par la table 9. Par moi. Elle s'est arrêtée. J'ai levé les yeux. Elle se tenait tout près. Assez près pour que je puisse sentir le bourbon, et son parfum. Quelque chose de floral, quelque chose de lourd. Elle a regardé mon visage, puis le médaillon, puis de nouveau mon visage. David a toujours eu un faible pour toi. Elle l'a dit doucement, avec un demi-sourire, le regard vitreux. À l'autre bout de la salle, David l'a vu se tenir à ma table. J'ai vu son visage changer. La couleur l'a quitté, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Linda l'a vu aussi. Elle a posé son verre, et a commencé à marcher vers nous. Mais Lorraine n'avait pas terminé. Elle s'est penchée plus près. Son souffle était chaud. Sa voix dépassait à peine le murmure. Et elle a prononcé ces 7 mots qui ont mis fin à 26 ans de silence. Tu sais que tu ressembles exactement à l'oncle David, pas vrai? 7 mots. J'ai ri. Une réponse automatique. Les gens disent parfois ce genre de choses. Non, ma chérie. Lorraine a secoué la tête. Lentement, de façon délibérée. Exactement comme lui. La mâchoire, les yeux, cette petite fossette sur le côté gauche. Elle a pointé du doigt le médaillon. Il n'a jamais rien offert de tel à Meghan. Pas une seule fois. Linda nous a rejoints, et a attrapé le coude de Lorraine. Elle a trop bu. Ignore-la. Allez, viens, Lorraine. Lorraine s'est laissée entraîner. Elle a regardé par-dessus son épaule, vers moi, une dernière fois. Ses yeux n'étaient plus ivres. Ils étaient clairs, tristes. Comme si elle venait de déposer un fardeau qu'elle portait depuis des années. Marcus s'est penché vers moi. Ça va? Ce n'était pas le cas, mais j'ai hoché la tête. Nous sommes partis à 22h. Le trajet de retour a duré 22 minutes. J'ai regardé par la fenêtre tout le long du chemin. Les lampadaires, les champs de maïs, les maisons sombres avec les lumières du porche allumées. Et, dans le rétroviseur côté passager, mon propre visage me fixait en retour. La mâchoire. Les yeux. La fossette. Marcus a rompu le silence, au passage à niveau de Palmer Street. Tu penses à ce qu'elle a dit. Je suis une laborantine, Marcus. Je résous les problèmes avec des preuves. J'ai fait une pause. Et je viens de réaliser que je n'ai jamais cherché les miennes. Il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il a juste conduit. De retour à la maison, j'ai enlevé mes talons à la porte d'entrée. J'ai accroché la robe bleu marine au crochet de la salle de bain. Je me suis assise sur le lit, en t-shirt, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Kit ADN Ancestry, 99 €. Prélèvement de salive, résultat en 7 à 10 jours ouvrables. J'ai cliqué sur acheter à 23h47, un samedi soir d'avril. J'avais traité 600 tests ADN cette année-là. Il aura fallu une femme ivre à un mariage, pour me pousser à faire le mien. Adeline vient de commander un kit ADN à minuit, après un mariage qui l'a ébranlé au plus profond d'elle-même. Si vous avez déjà vu une seule phrase réécrire toute votre enfance, vous connaissez ce sentiment. Cliquez sur le bouton j'aime pour Adeline. Et si vous regardez cette vidéo tard dans la nuit, je vous vois. Restez avec moi. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Lundi. La boîte est arrivée plus vite que prévu. Petite, blanche, avec un code-barre sur le côté. Elle trônait sur le comptoir de ma cuisine, telle une grenade dont la goupille n'a pas encore été retirée. Marcus était au travail. J'étais seul dans ma cuisine, à 6h30 du matin.
Mon café refroidissait. Je fixais une boîte en carton qui pesait moins de 500 grammes. J'avais manipulé des milliers de kits d'échantillons à l'hôpital. Je les avais ouverts, étiquetés, traités, classés. C'était exactement la même chose. Même science, même procédure. Mais avec des enjeux totalement différents. J'ai ouvert la boîte. Carte d'instruction, tube de prélèvement, écouvillon, sac pour risque biologique, étiquette de retour prépayée. J'ai lu les instructions, même si j'aurais pu les écrire moi-même. Frotter l'intérieur de la joue pendant 60 secondes. Déposer l'écouvillon dans le tube. Sceller. Placer dans le sac pour risque biologique. Envoyer par la poste. 60 secondes. C'est tout ce qu'il faut pour déclencher un tremblement de terre. J'ai fait le prélèvement devant l'évier de la cuisine. J'ai scellé le tube. J'ai écrit mon nom sur l'étiquette, avec la même écriture que j'utilise pour les rapports de labo. Soigné. Clinique. En lettres majuscules. Townsend. Adeline monsieur je l'ai déposé dans la boîte aux lettres, avant d'aller au travail. Une porte en métal bleu. Clic et c'était parti. À l'hôpital, j'ai pointé à 7h15. Une journée normale. J'ai traité 19 échantillons avant le déjeuner. 3 d'entre eux étaient des tests de paternité. Je les ai manipulés de la même manière que d'habitude. Des gants. Le protocole. Du détachement. Mais quand j'ai sorti le 3e de la centrifugeuse, je me suis arrêté. Je l'ai tenu à la lumière fluorescente. Le sang de quelqu'un. La réponse de quelqu'un. La vie de quelqu'un, sur le point de basculer. L'un d'eux pourrait être le mien, ai-je murmuré. Personne ne m'a entendu. 7 à 10 jours. Le compte à rebours avait commencé. 3e jour. Linda m'a appelé. Cela seul était inhabituel. Ma mère n'appelle pas pour prendre des nouvelles. Elle appelle pour assigner des tâches, donner son avis, ou me rappeler mes obligations. Mais cet appel a commencé par « Salut, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. » J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, et j'ai regardé l'écran. Linda Townsend. Ce n'était pas un mauvais numéro. Je vais bien, maman. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Je pensais juste à toi. Sa voix était légère, trop légère. Comme si elle lisait un script qu'elle avait répété dans sa voiture. 4e jour. Tyler m'a envoyé un texto. Attention. Maman agit bizarrement. Elle a vidé le placard du couloir ce matin. L'étagère du haut. Elle a même descendu les vieilles boîtes à chaussures. J'ai lu ce texto 3 fois. Le placard du couloir. L'étagère du haut. Les boîtes à chaussures. 5e jour. Nana Ruth a appelé. C'était arrivé très exactement 2 fois dans ma vie d'adulte. Une fois pour me dire que Franck était à l'hôpital. Et une fois pour me dire à quelle heure arriver pour le dîner de Noël. Maintenant, elle m'appelait pour m'inviter au déjeuner du dimanche. Ça fait trop longtemps, ma chérie. Nous serions ravis de te voir. J'ai dit que je serais là. J'ai raccroché, je me suis assise sur mon Porsche avec Marcus, et je lui ai tout déballé. Linda vide des placards auxquels elle n'a pas touché depuis des années. Nana Ruth est soudainement chaleureuse et accueillante. Et toutes les deux ont commencé à agir ainsi la même semaine où j'ai envoyé un échantillon d'ADN par la poste. Marcus s'est frotté la mâchoire. Soit elles font de réels efforts, soit elles savent que quelque chose se prépare. Lorraine a parlé à Linda de ce qu'elle a dit au mariage. Et maintenant, elle rôde autour de toi. 6e jour. Mon téléphone a vibré à 6h12 du matin. Pas Linda. Pas Nana Ruth. L'entreprise d'ADN. Vos résultats sont prêts. Lundi, 6h42. À la table de la cuisine. Le café intact. L'ordinateur portable ouvert. Je me suis connecté, j'ai cliqué sur voir les résultats. La page s'est chargée par segment. L'estimation des origines ethniques d'abord. Puis la composition généalogique. Et enfin, la partie qui comptait. Origine ethnique, 98,7% d'Europe du Nord. Totalement cohérent avec l'arbre généalogique des Townsend. J'ai fixé ce chiffre.
Si j'étais adopté, si je venais d'une toute autre famille, pourquoi mon ADN correspondait-il si précisément au patrimoine ethnique des Townsend? Les coïncidences existent. Mais je suis une scientifique de laboratoire. Je ne me fie pas aux coïncidences. Je me fie aux données. J'ai cliqué sur parents ADN, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. David Townsend, parents, 50% d'ADN partagé. Ruth Townsend, grands-parents, 25% d'ADN partagé. Tyler Townsend, demi-frère, 23,8% d'ADN partagé. Je l'ai lu à nouveau. Puis encore une fois. Et une troisième fois, car ma formation m'impose de vérifier avant de réagir. Parents. Ni oncle, ni cousin. Parents. David Townsend est mon père biologique. Je n'étais pas adopté. Je n'ai jamais été adopté. On m'avait fait croire que j'étais adopté pendant 26 ans. Et c'était un mensonge. Le tout. La gratitude imposée, le statut de citoyenne de seconde zone, l'exclusion de l'héritage, la porte du placard du couloir. Tout cela reposait sur un mensonge. Et puis, la voix de Lorraine m'est revenue en mémoire, aussi claire qu'une cloche d'église le dimanche matin. Tu sais que tu ressembles exactement à l'oncle David, pas vrai? Elle avait raison. Elle avait toujours eu raison. J'ai refermé l'ordinateur portable, j'ai posé mes mains à plat sur la table, et j'ai respiré. 4 minutes. J'ai compté. Le café a refroidi. Le réfrigérateur a bourdonné. Un cardinal a percuté la fenêtre de la cuisine, et s'est envolé. Ensuite, j'ai appelé mon superviseur. Je ne viendrai pas aujourd'hui. J'ai rouvert l'ordinateur portable. Parce qu'il y avait une autre correspondance que je n'avais pas reconnue. Sophie Keller, demi-sœur, 24,1% d'ADN partagé. Je ne connaissais aucune Sophie Keller. Je n'avais jamais entendu ce nom. Mais l'ADN affirmait qu'elle et moi partagions le même père. Une question venait de trouver sa réponse. 2 nouvelles venaient de surgir, et je n'y étais pas préparé. J'ai passé 2 heures sur la plateforme d'ADN. À croiser les informations sur Sophie Keller. 27 ans. Localisation indiquée, Brompton, en Caroline du Nord. À 45 minutes au sud-est de Millfield. Elle partageait 50% de son ADN avec David Townsend. Tout comme moi. Cela signifiait que David n'avait pas seulement engendré un enfant secret. Il en avait engendré 2. Avec 2 femmes différentes. J'ai envoyé un message à Sophie, via la plateforme. Je suis resté simple. Salut Sophie. Je pense que nous pourrions être de la même famille. J'aimerais qu'on discute, si tu es d'accord. Elle a répondu en 47 minutes. J'ai attendu ce message toute ma vie. Nous avons parlé au téléphone pendant 90 minutes. La voix de Sophie était douce, prudente. Elle choisissait ses mots comme je choisis les miens. Comme quelqu'un qui a été entraîné à garder les choses pour soi. Sa mère, Janine Keller, lui avait toujours dit que son père était un homme qui était parti, avant même sa naissance. Sophie a grandi à Brompton, avec Janine et son beau-père, Tom Keller. Tom a épousé Janine quand Sophie avait 3 ans. Tom et Janine ont divorcé quand Sophie avait 10 ans. Tom continue de lui envoyer des cartes d'anniversaire. Il l'appelle toujours sa fille. Sophie a passé un test ADN il y a 2 ans, à la recherche de son père biologique. Aucune correspondance à l'époque. Les bases de données étaient plus restreintes. Mais cette année, quand j'ai soumis le mien, l'algorithme nous a connectés. Donc, David est aussi ton père, a dit Sophie. Ce n'était pas une question. Oui. Et personne ne te l'a dit non plus. Non. Ils m'ont dit que j'étais adopté, à la place. Un long silence. Puis, Sophie a dit quelque chose qui est resté coincé dans ma poitrine, comme une brique. Une liaison, je pourrais presque le comprendre. Mes 2 enfants, avec 2 femmes différentes, cachées pendant des décennies. Ce n'est pas une erreur, Adeline. C'est un système. Elle avait raison. Et ce système avait ses architectes. Le mardi après-midi, Linda travaille chez le fleuriste de midi à 17h. Franck était à la maison. Il se reposait dans son fauteuil inclinable. Un tensiomètre au bras, et des mots croisés sur les genoux. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents.
Je me suis garé dans l'allée, derrière le camion de Franck, et je suis entré. Franck a levé les yeux de sa grille de mots croisés. A dit. Je ne t'attendais pas. Salut, papa. J'ai besoin de récupérer quelque chose. Un formulaire au travail exige une copie de mes papiers d'adoption. Une histoire de dossier médical. Franck a soutenu mon regard pendant 3 secondes de plus que la normale. Demande à ta mère. C'est elle qui gère les papiers. Elle est au travail. Je vais juste jeter un œil dans le placard. Ça ne sera pas long. Il ne m'a pas arrêté. Il ne m'a pas suivi, non plus. Il est retourné à ses mots croisés. Mais je sentais bien qu'il écoutait. Comme on écoute, quand on sait que le silence va s'abattre sur la pièce voisine. Je suis allé dans la chambre principale. J'ai ouvert le placard du couloir. L'étagère du haut. L'étagère que Tyler avait mentionnée, celle que Linda était en train de vider. 2 boîtes à chaussures. Une pile de cartes de Noël attachées avec un élastique. Et, derrière tout cela, repoussée dans le coin du fond, une épaisse enveloppe en papier craft. Ses coins étaient jaunis. Le rabat était scellé avec du ruban adhésif d'emballage, devenu cassant avec le temps. Je l'ai descendu. Je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai décollé le ruban adhésif. Aucun papier d'adoption. Rien d'une agence. Aucun dossier judiciaire. Aucun document de placement. À la place, un acte de naissance. L'État de Caroline du Nord. Nom, Adeline Marie Townsend. Mère, Linda Beckett Townsend. Père, laissé en blanc. Et juste en dessous, une simple feuille de papier. Manuscrite. À l'encre bleue. Une écriture cursive soignée, datée de juillet 1996. J'avais 4 mois. Linda, voici l'histoire que nous allons raconter. Elle est adoptée. Nous l'avons trouvée grâce au réseau de l'Église. Personne ne remet jamais l'Église en question. Ne laisse pas David l'approcher en public. Ruth. Je l'ai lu 2 fois. Mes mains étaient fermes. Des mains de laborantine. Mais mon cœur tapait un sprint. J'ai pris en photo la lettre. J'ai photographié l'acte de naissance. J'ai replacé l'enveloppe exactement là où je l'avais trouvée, et je suis sorti. Franck a levé les yeux de son fauteuil inclinable. Tu as trouvé ce qu'il te fallait. Ouais, papa. J'ai trouvé. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 6 minutes, avant de démarrer le moteur. Ensuite, j'ai appelé Marcus. Je l'ai trouvé. Ma voix était plate. Professionnelle. La même voix que j'utilise, quand j'appelle un médecin pour lui communiquer un résultat anormal. Il n'y a pas de papier d'adoption. Il n'y en a jamais eu. Mon acte de naissance indique que Linda est ma mère. La case du père est vide. Et il y a une lettre de Nana Ruth, écrite à la main. En 1996. Elle dit à Linda quelle histoire raconter. Elle a tout manigancé. De A à Z, Marcus est resté silencieux un instant. Et qu'est-ce que tu veux faire, maintenant? Je veux d'abord parler à David. Avant n'importe qui d'autre. Je t'y emmène. Je suis resté assise dans la voiture encore un peu. 3 éléments de preuve. Un résultat ADN, confirmant que David est mon père biologique. Un acte de naissance indiquant Linda comme étant ma mère, et ne mentionnant aucun père. Une lettre de Nana Ruth, écrite quand j'avais 4 mois, établissant l'histoire de couverture comme on dessinerait les plans d'un bâtiment. 3 documents. Un seul mensonge. 26 ans. J'ai appelé Sophie ce soir-là. J'ai trouvé des preuves. Des preuves tangibles. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait toutes les deux. Plus loin comment? La mère de ton père a rédigé des instructions pour la dissimulation. C'est daté de 1996. Elle a dit à ma mère d'utiliser l'église comme couverture. Sophie a expiré. Longuement et lentement. Prends ton temps, Adeline. J'ai attendu 27 ans. Quelques jours de plus ne me briseront pas, avant d'aller me coucher, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain. J'ai sorti le médaillon de sous ma chemise. La chaîne était tiède contre ma peau. Le petit bas gravé a accroché la lumière. Ce n'était pas le cadeau d'un oncle. C'était le cadeau d'un père qui ne pouvait pas prononcer ce mot.
J'avais l'ADN. J'avais la lettre. Maintenant, j'avais besoin des aveux. Mercredi. Je suis allé seul à l'atelier de David. Marcus m'a attendu sur le parking de la quincaillerie, à 2 rues de là. Assez précis, j'avais besoin de lui, mais assez loin pour me laisser gérer cela à ma façon. David ponçait un plateau de table en noyer, lorsque je suis entré. De la sueur sur les avant-bras, la radio jouant à bas volume. Il a levé les yeux, et a souri comme il le fait toujours. Chaleureusement, immédiatement. Comme si j'étais le meilleur moment de son après-midi. A dit, qu'est-ce qui t'amène? J'ai posé le tirage des résultats ADN sur l'établi. Directement sur la sueur. Son sourire s'est effacé. Lentement. De la même façon que la teinture assombrit le bois. Pas tout d'un coup, mais grain par grain, jusqu'à ce que la couleur d'origine ait disparu. Il a regardé le papier, m'a regardé, puis a regardé le papier à nouveau. Ses mains ont cessé de bouger. Depuis combien de temps le sais-tu, ai-je demandé. Il s'est assis sur son tabouret de travail. Il a retiré ses lunettes de protection, et s'est frotté les yeux avec le dos de son poignet. 30 secondes de silence. La ponceuse tournait encore. Il a tendu le bras, et l'a éteinte. Depuis le jour de ta naissance. L'atelier était silencieux. Il n'y avait plus que nous deux. Étage 30 ans de silence entre nous. Il m'a tout raconté. Linda et lui. C'est arrivé pendant que Frank était déployé. Une réaffectation de 6 mois à Fort Bragg. David avait 20 ans. Linda en avait 24. Il est venu l'aider avec les gouttières. Puis avec la lumière du porche. Puis le robinet de la cuisine. Et ensuite. C'est arrivé une seule fois, m'a-t-il assuré. C'était stupide, c'était mal. Je savais que c'était mal. Linda a découvert qu'elle était enceinte, 1 mois plus tard. Nana Ruth l'a découvert le mois suivant. Et c'est Nana Ruth qui a pris la décision. Elle m'a dit que si je te reconnaissais, je perdrais toute la famille. La totalité. L'atelier, la terre, absolument tout. Il a tendu la main vers le médaillon à mon cou. Ses doigts se sont arrêtés à quelques centimètres. Je t'ai offert ça, parce que je ne pouvais pas te donner mon nom. Ses yeux étaient rouges. Sa voix s'est brisée. J'ai voulu te le dire chaque jour, a dit. Chaque jour que Dieu fait. Je l'ai laissé encaisser. Puis, j'ai dit ce que j'étais venu dire. Tu as eu 10 000 jours devant toi, David. Et tu as choisi le silence, à chacun d'entre eux. Il a tressailli. Mais il n'a pas protesté. Sais-tu qui est Sophie Keller? Son visage s'est décomposé. Il le savait. David a fermé les yeux. Il les a gardés fermés pendant un long moment, comme s'il espérait que l'atelier serait vide, lorsqu'il les rouvrirait. Sophie. Il a prononcé ce prénom, comme on prononce un mot que l'on retient dans sa bouche depuis des années. Prudemment. Comme si ça risquait de le couper au passage. 3 ans après ta naissance, j'ai rencontré une femme à Brompton. Janine. Ça a duré 4 mois. Il a pressé ses paumes contre ses genoux. Je n'ai aucune excuse, a dit. Je n'ai aucune raison logique à te donner. Elle a eu ton bébé. Oui. Et tu es parti? Janine ne voulait pas que je reste. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Elle a épousé un homme nommé Tom, quelques années plus tard. J'ai envoyé de l'argent quand je pouvais. En espèces, sans laisser de traces. J'ai arrêté quand Sophie a eu environ 12 ans. Et que Lorraine a commencé à vérifier les relevés bancaires. Je me suis adossé à l'établi. De la sueur sous les doigts, l'odeur de l'huile de noyer et de la teinture à bois. Et les mathématiques silencieuses, désespérées, d'un homme qui avait engendré 2 enfants qu'il n'avait jamais reconnus. Tu veux que je garde un autre secret, David? Pour toi. Il m'a regardé, les yeux mouillés. Lorraine va me quitter. Tu aurais dû y penser il y a 27 ans. S'il te plaît. Je le lui dirai moi-même. Laisse-moi du temps. J'ai regardé cet homme, mon père biologique. Un homme qui avait passé 3 décennies à jouer le rôle de l'oncle gentil. Qui m'avait acheté un médaillon parce qu'il ne pouvait pas m'offrir un nom de famille. Et qui s'était tenu au dernier rang lors de ma remise de diplôme, pleurant là où personne ne pouvait le voir.
J'ai eu envie d'avoir de la peine pour lui. Une partie de moi en ressentait. Mais la plus grande partie, celle qui avait passé 26 ans à se montrer reconnaissante envers une famille qui était déjà la mienne, cette partie-là n'en pouvait plus. Je te donne jusqu'à dimanche. Le dimanche est arrivé. David n'avait rien dit à Lorraine. Alors, j'ai échafaudé mon propre plan. Le vendredi, j'ai rencontré Sophie en personne, pour la première fois. Un petit café à Brompton. Mur en briques, chaises dépareillées, et un menu sur une ardoise. J'y suis arrivé 10 minutes en avance, et je me suis assise face à la porte. Quand elle est entrée, je n'ai pas eu besoin de vérifier la photo qu'elle m'avait envoyée. Les cheveux bruns, la fossette à gauche, la même mâchoire. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte, m'a regardé, et a ri. Pas un rire joyeux. Plutôt ce rire involontaire, qui s'échappe quand votre corps ne sait pas comment réagir autrement. On a la même mâchoire, a-t-elle dit. Assieds-toi, Sophie. Nous avons discuté pendant 2 heures. Elle a commandé un café noir et n'y a jamais touché. J'ai commandé de l'eau, et j'en ai bu 3 verres. L'histoire de Sophie a comblé les vides que David avait laissés. Janine avait fini par avouer, lorsque Sophie lui avait montré la correspondance ADN. Elle s'était effondrée à la table de la cuisine, et avait tout admis. David m'avait supplié de n'en parler à personne. Il était marié. Il avait sa famille. Il m'a dit que ça détruirait tout le monde. Ça me semble familier, ai-je dit. Sophie a remué son café froid. J'ai un père qui m'a élevé, et qui ignore que je ne suis pas de lui. Tom pense encore que je suis sa fille biologique. Il m'envoie une carte à chaque anniversaire. Et il signe « Je t'aime, papa ». Chaque année sans exception. J'ai posé mon verre. J'ai un père qui m'a élevé, et qui ignore que je suis la fille de son frère. Il a fait un AVC il y a 3 mois. Et ma mère a utilisé le mot « adopté » pour m'empêcher d'entrer dans sa chambre d'hôpital. Nous en sommes restés là. 2 femmes, de 2 villes différentes, avec le même père, et le même silence en héritage. Qu'est-ce qu'on fait, a demandé Sophie. Je vais dire la vérité. Toute la vérité. Devant chacun d'entre eux, lors du dîner dominical. Sophie m'a regardé. Je serai là, si tu le souhaites. J'aimerais beaucoup. Adeline a l'ADN. Elle a la lettre. Elle a la sœur qu'elle n'a jamais connue. Et David a dépassé son délai. Si vous avez déjà porté une vérité aussi lourde, et que vous vous êtes demandé s'il fallait parler ou se taire, vous savez déjà ce qu'elle s'apprête à faire. Abonnez-vous pour ne pas manquer le moment où tout va exploser. Croyez-moi, vous voudrez être là pour ça. Déjeuner du dimanche, chez Nana Ruth. Je suis arrivé à l'heure, à 13 heures, mon plat à la main, un sourire de façade aux lèvres. Linda m'a attrapé dans la cuisine, avant que je ne m'assoie. Elle m'a entraîné au-delà du garde-manger, dans le couloir près de la porte de derrière. Là où personne ne pouvait nous entendre à travers le tintement des cuillères de service, et la toux de Franck. Sa voix était un sifflement. Basse et tranchante, comme la vapeur qui s'échappe d'un tuyau. Qu'est-ce que tu as raconté à Lorraine, au mariage? Lorraine m'a dit quelque chose, maman. Pas l'inverse. Peu importe ce qu'elle a dit. Elle était ivre. Elle ne savait pas de quoi elle parlait. J'ai gardé une voix égale, le même ton que j'utilise lorsque j'appelle un médecin pour une valeur de laboratoire critique. Sans émotion, que des données. J'ai fait un test ADN. La couleur s'est vidée du visage de Linda. Pas lentement, mais d'un seul coup. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur sous sa peau. Adeline. Elle a attrapé mon poignet. Sa prise était ferme. Ses bagues s'enfonçaient dans ma peau. Adeline. Chérie. Nous devons parler de cela en privé, en famille. Tu n'as aucune idée des dégâts que ça va causer. De ce que ça va causer, ou de ce que tu as fait? Elle a changé de tactique. Les larmes sont montées rapidement. Bien répétées. Exactement les mêmes larmes qu'elle avait utilisées, lorsque j'avais 12 ans et que j'avais interrogé sur mes parents biologiques. J'avais 24 ans, Adeline. J'avais peur. J'étais seul. Ton père était en mission. David était. Il était juste là. S'il te plaît, je t'en supplie, ne détruis pas tout. J'ai libéré mon poignet. Doucement.
de la manière dont on retire un brassard de tensiomètre. De façon contrôlée, délibérée et définitive. Tu as eu 26 ans pour dire la vérité, maman. Je te donne jusqu'à dimanche prochain. Elle n'a pas utilisé ces 7 jours pour avouer. Elle s'en est servie pour construire un mur. Lundi, Linda a appelé Tyler. Je le sais parce que Tyler m'a appelé 40 minutes plus tard. Maman dit que tu inventes des histoires sur papa et l'oncle David. Sa voix était confuse. Pas en colère. Pas encore. Juste confuse. De la façon dont on parle quand quelqu'un vous dit quelque chose, qui ne correspond plus au monde dans lequel vous avez vécu. Elle dit que tu traverses une période difficile. Que tu es obsédé par cette histoire d'adoption, et que tu essaies de détruire la famille. Est-ce qu'elle t'a dit ce que le test ADN a révélé, Tyler? Elle n'a pas mentionné de test ADN. Évidemment qu'elle ne l'avait pas fait. Mardi, Nana Ruth a appelé. Sa voix était d'acier. Pas de politesse, pas de préambule, pas de « Comment vas-tu, ma chérie ?» Droit au but. Je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais tu n'apporteras pas le chaos dans cette famille. Je ne le permettrai pas, Nana Ruth. J'ai trouvé votre lettre. 3 secondes de silence. Alors tu n'avais aucun droit de fouiller dans ce placard. Et vous n'aviez aucun droit d'écrire cette lettre. Elle a raccroché. Mercredi, Linda a appelé Lorraine. Tyler me l'a raconté plus tard. Brooke a surpris la conversation sur le haut-parleur. La version de Linda, Lorraine. Chérie, je suis tellement désolé qu'Adeline t'ait bouleversée au mariage. Elle traverse des moments émotionnellement difficiles dernièrement. Nous essayons de la soutenir. La réponse de Lorraine, Linda, j'ai dit ce que j'ai dit, et je le pensais vraiment. Je me suis assise sur mon porche cette nuit-là, et j'ai fait le point. Linda ne se contentait plus seulement de cacher le passé. Elle construisait activement une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle j'étais instable, émotive, et délirante. Elle empoisonnait le puits, avant même que je puisse y puiser de l'eau. La femme qui avait passé 26 ans à mentir sur mon identité, mentait désormais sur ma santé mentale. Nana Ruth a appelé David ce soir-là. Règle ce problème, ou je m'en chargerai. David n'a pas répondu au téléphone. Mercredi après-midi. Franck a appelé. Sa voix était faible. Faible comme celle de quelqu'un qui a fait un AVC. Le genre de voix qui vous fait conduire plus vite. A dit, tu peux passer? Ta mère est à la boutique. J'y étais en 11 minutes. Il était assis à la table de la cuisine, pas dans son fauteuil inclinable. À la table, le dos droit, comme s'il attendait. Devant lui, leur photo de mariage dans un cadre en laiton, et l'enveloppe en papier craft. J'ai trouvé ça dans le placard. Il a dit, ta mère l'a déplacé, mais pas assez bien. Je suis marié à cette femme depuis 33 ans. Je sais où elle cache ses affaires. Il avait lu la lettre. Je le voyais à ses mains. Elles étaient à plat sur la table, appuyant fortement, comme s'il essayait d'empêcher la pièce de tourner. C'est vrai, a-t-il demandé. Je me suis assise en face de lui. J'ai posé mon téléphone sur la table. L'écran vers le haut. Montrant la page des résultats ADN. L'ADN le confirme, papa. David est mon père biologique. Franck a fixé l'écran. Puis la photo de mariage. Puis par la fenêtre, vers le jardin, là où Tyler et moi attrapions des lucioles dans des bocaux en verre. Il est resté silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il a enfin parlé, sa voix était stable, mais à peine. J'ai toujours su que quelque chose clochait. Le timing, la façon dont ta mère a réagi quand elle m'a parlé de l'adoption, la façon dont David te regardait. Il a fait une pause. Mais je me suis convaincu qu'un mensonge était plus facile à vivre, que de tout perdre. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Puis, Franck a prononcé les mots que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. Doucement, à l'état brut, comme s'il les extrayait du plus profond de lui-même. Tu es ma fille, a dit. ADN ou pas. Tu as toujours été ma fille. J'ai pleuré. Pour la première fois de toute cette histoire. La première fois depuis des années, pour être honnête. Il a tendu le bras à travers la table, et m'a pris la main. Sa poigne était faible du côté droit, le côté affecté par l'AVC. Mais il a tenu bon.
Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. Dire la vérité. Au dîner du dimanche. Devant tout le monde. Franck a hoché la tête, lentement, de façon assurée. Je serai là. Le jeudi, je suis retourné à la maison. Cette fois, j'ai apporté l'enveloppe et les résultats ADN imprimés. Linda était dans la cuisine. Elle nettoyait le comptoir. Le même comptoir qu'elle avait nettoyé 10 000 fois, avec le même mouvement circulaire, comme si elle pouvait effacer la vérité de n'importe quelle surface, pourvu qu'elle frotte assez fort. Elle a vu l'enveloppe dans ma main. L'éponge a cessé de bouger. J'ai cherché mes papiers d'adoption, maman. Adeline, je peux t'expliquer. Il n'y avait pas de papier d'adoption, maman. Parce qu'il n'y a jamais eu d'adoption. Elle est restée parfaitement immobile. L'éponge dégoulinait sur le comptoir. Ploc, ploc, ploc. J'ai ouvert les résultats imprimés, et je les ai posés à côté de l'éponge. David Townsend, parent, 50% d'ADN partagé. Linda s'est laissée tomber sur la chaise de la cuisine, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Les larmes sont venues rapidement. Bruyantes, les mains sur le visage, les épaules tremblantes. La performance complète. J'étais si jeune. J'étais tellement effrayé. Tu dois comprendre. Si Franck l'avait découvert, j'aurais tout perdu. La maison, la famille, absolument tout. Tu as effectivement tout perdu, maman. Tu l'as juste repoussé de 26 ans. Les larmes se sont arrêtées net. Comme si on avait fermé un robinet. Et sous ces larmes, il y avait quelque chose de plus dur. Quelque chose de plus tranchant. Et alors? Sa voix était glaciale. Maintenant tu vas m'humilier devant toute la famille, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as dit que j'étais adopté, pour ne pas avoir à avouer que tu avais eu une liaison avec le frère de mon père. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait pour moi, maman. C'est quelque chose que tu m'as fait subir. Je suis ta mère. Alors agis comme telle. Dis la vérité au dîner dimanche, ou je m'en chargerai. L'enveloppe Kraft reposait sur le comptoir entre nous. Aucune de nous ne l'a touchée. Je suis sorti. Elle ne m'a pas suivi. Vendredi et samedi, je me suis préparé. J'ai imprimé une deuxième copie des résultats ADN. J'ai photocopié la lettre de Nana Ruth. L'original est resté dans le tiroir de ma table de nuit, dans un sac refermable, car de l'encre vieille de 26 ans sur un papier de 26 ans, mérite d'être protégé. Même si les mots qui y sont écrits ne le méritent pas. J'ai appelé Sophie. Dimanche à 13h. Chez Nana Ruth, sur la route 7. Une ferme blanche, une longue allée. Tu ne peux pas la rater. Tu es toujours d'accord? Je serai là. Et j'apporterai mes propres résultats ADN. Marcus s'est assis sur le bord du lit, samedi soir, pendant que j'étalais tout. Le dossier, les impressions, la lettre photocopiée. Il m'a regardé organiser les pages, de la même manière que j'organisais les rapports de laboratoire. Soigné, séquentiel, avec des onglets. Tu n'es pas obligé de faire ça publiquement, m'a-t-il dit. Ils ont menti publiquement pendant 26 ans. Les dîners du dimanche, les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire. Le moindre événement était une scène pour leurs mensonges. La vérité mérite le même public. Il a hoché la tête. Il n'a pas protesté. Marcus est le genre d'homme qui argumente quand il pense que vous avez tort, et qui se tait quand il sait que vous avez raison. J'ai choisi mes vêtements. Chemisier blanc, pantalon noir. Simple, épuré. Le genre de tenue que l'on porte lorsqu'on s'apprête à annoncer des résultats, et non une vengeance. J'ai attaché le médaillon à mon cou. J'en ai senti le poids contre ma clavicule. La pression familière de la chaîne. L'ovale lisse du pendentif. Une dernière fois, le samedi soir à 23h, j'étais allongé dans le lit, fixant le plafond. Le bras de Marcus en travers de ma taille. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation, et du tic-tac de l'horloge de la cuisine. Et s'il me déteste, ai-je murmuré. Marcus m'a serré contre lui. Ils t'ont menti pendant 26 ans. Si quelqu'un devrait se poser cette question, c'est bien eux. Dimanche matin, j'ai enfilé mon chemisier blanc. J'ai attaché le médaillon en argent, j'ai pris le dossier, et j'ai conduit jusqu'à la maison de Nana Ruth.
Pour la toute dernière fois. 12h45. La ferme de Nana Ruth. Bardage blanc, volets verts, une allée de gravier bordée de poiriers de Chine, qui commençait tout juste à fleurir. La maison avait la même odeur que d'habitude le dimanche. Celle des biscuits, du bœuf braisé, et des fantômes de 50 années de secret. Marcus s'est garé derrière le SUV de Tyler. J'ai porté le dossier sous le bras, comme un manuel scolaire. J'ai monté les marches du Porsche. La porte moustiquaire, le heurtoir en laiton, le paillasson qui disait de bénissait cette maison. Tout le monde était déjà installé. Nana Ruth, en bout de table. Linda à sa droite. Les yeux rouges, les épaules rentrées. Agrippant un verre d'eau des deux mains. Frank en face d'elle, stable mais fatigué. Il portait le polo gris que je lui avais repassé la semaine dernière. Tyler et Brooke étaient près de la porte de la cuisine. David, tout au bout. Il fixait son assiette vide, comme si elle contenait des instructions qu'il ne parvenait pas à lire. Lorraine était à ses côtés, le dos droit, les lèvres pincées. Elle ne regardait personne. Megan et Jake étaient là, eux aussi. Les jeunes mariés. Megan m'a souri. Un sourire sincère. Le même sourire doux qu'elle avait depuis notre enfance, lorsque nous partagions nos crayons de couleur sur la table basse de Nana Ruth. 10 personnes. Une table en chêne. Et un mensonge sur le point de s'achever. Je me suis assise sur ma chaise habituelle. Celle près de la fenêtre, la plus éloignée de Nana Ruth. Marcus s'est assis derrière moi, sur le banc contre le mur. Silencieux et présent. J'ai glissé le dossier sous ma chaise. Frank a croisé mon regard, et a hoché la tête. Juste une fois, discrètement. Son visage disait, « Je suis là ». Nana Ruth a dit le bénédicité. Tyler a dit, « Amen ». Les biscuits ont fait le tour de la table. Le bœuf braisé a été servi. Les haricots verts avec du bacon. Du thé glacé dans des bocaux en verre. 15 minutes de banalité. La météo. Le nouveau travail de Jake. Les projets de lune de miel de Megan. Le festival du cornouiller du week-end prochain. J'ai mangé. J'ai attendu. J'ai attendu le coblé aux pêches. Lorsque tout le monde fut rassasié et bien installé, sachant que plus personne ne quitterait la table, Nana Ruth a apporté le coblé. Un plat en verre, une croûte dorée, de la vapeur qui s'en échappait. Elle l'a découpé en carrés parfaits, comme elle le faisait chaque dimanche d'aussi loin que je me souvienne. J'ai posé ma fourchette, j'ai repoussé mon assiette vers l'avant, et je me suis levé. Les petites conversations se sont éteintes. 10 visages se sont tournés vers moi. Comme si un courant d'air avait balayé la pièce. J'ai quelque chose à vous dire à tous. La main de Linda s'est abattue sur la table. Adeline, pas ici. C'est exactement ici que ça doit se passer. J'ai passé la main sous ma chaise. J'ai sorti le dossier en plastique transparent, et je l'ai posé sur la table, entre le plat de coblé et le pichet de thé glacé. La voix de Nana Ruth s'est élevée depuis le bout de la table. Froide, maîtrisée. La même voix qu'elle utilisait pour rappeler à l'ordre le ministère des femmes. Assieds-toi, Adeline. Je l'ai regardée. 78 années d'autorité. 16 hectares de terre. 3 décennies de déjeuners dominicaux, où personne ne disait jamais non. Non, madame. Pas cette fois-ci. La pièce est restée figée. Personne ne bougeait. Même l'horloge sur le mur semblait retenir son souffle. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti la première page, et j'ai commencé à lire. De la même façon que je lisais les résultats de laboratoire, chaque matin à 7 heures. Calme. Précise. Sans gaspiller un seul mot. Il y a 3 semaines, j'ai passé un test ADN. J'ai tenu la page fermement, sans trembler. Des mains de laborantine. Les résultats montrent que mon père biologique n'est pas Frank Townsend. Frank a regardé la table. Il le savait déjà. Mais l'entendre dire à voix haute, devant tout le monde dans cette pièce. Sa mâchoire s'est serrée. Sa main droite s'est refermée en un poing lâche. Mon père biologique est David Townsend. Silence. Le genre de silence qui pèse lourd. Le genre que l'on sent appuyé contre ses tympans. Tyler s'est levé. Sa chaise a raclé le parquet. Qu'est-ce que...
De quoi tu parles? Brooke a posé sa main sur son bras. Il l'a repoussé, mais n'est pas parti. Lorraine a tourné la tête vers David, lentement. Telle la tourelle d'un char, verrouillant sa cible. David n'a pas levé les yeux. Il fixait ses mains. Ces mêmes mains épaisses de charpentier, qui avaient fabriqué des chaises à bascule, des armoires de cuisine. Et 26 années de silence. Linda s'est emportée immédiatement. C'est de la folie. Elle ment. Ces tests se trompent tout le temps. On ne peut pas faire confiance à quelque chose qu'on commande sur Internet. J'ai gardé ma voix égale. Je réalise ces tests pour gagner ma vie, maman. J'ai traité plus de 600 panels de paternité au cours de l'année passée. Une paternité établie à 50% d'ADN partagé, présente un niveau de fiabilité de 99,99%. Ces tests ne se trompent pas. J'ai fait glisser la feuille imprimée de l'autre côté de la table. Tyler l'a attrapée. Ses yeux ont parcouru la page. Je l'ai observé trouver la correspondance. David Townsend. Parents. 50% d'ADN partagé. Les lèvres de Tyler ont remué pendant qu'il lisait, puis se sont arrêtées. Il a regardé Linda. Maman. Est-ce que c'est vrai? La bouche de Linda s'est ouverte, fermée, rouverte. Aucun son n'en est sorti. Megan a cherché la main de Jake, sous la table. Nana Ruth n'avait pas bougé. Sa pelle à tarte était toujours suspendue en l'air. Un carré parfait de Coblé aux pêches, en équilibre sur le bord. Maman. La voix de Tyler s'était durcie. Est-ce que c'est vrai? Linda a pressé sa serviette contre sa bouche, et a commencé à pleurer. J'ai plongé la main dans mon sac. J'ai sorti l'enveloppe en papier craft, et je l'ai posée sur la table. Juste à côté du plat de Coblé. Exactement là où tout le monde pouvait voir les coins jaunis, et le ruban adhésif devenu friable. J'ai trouvé ça dans le placard de maman. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une lettre. Écrite à la main. Datée de juillet 1996. J'avais 4 mois. Nana Ruth a pris la parole, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai retiré la photocopie du dossier, et je l'ai lu à voix haute. Chaque mot. Avec la même voix de rapport de labo. Le même rythme régulier. Linda, voici l'histoire que nous allons raconter. Elle est adoptée. Nous l'avons trouvée grâce au réseau de l'Église. Personne ne remet jamais l'Église en question. Ne laisse pas David l'approcher en public. J'ai regardé Nana Ruth. Signé, Ruth. La pièce était si silencieuse, que je pouvais entendre Lorraine respirer. Vous avez écrit cette lettre. Vous avez conçu ce mensonge. Et vous avez utilisé l'Église comme histoire de couverture. Nana Ruth n'a pas bronché. Elle n'a rien nié. Son menton s'est relevé d'un demi-centimètre. Exactement comme il le fait, lorsque quelqu'un oublie de dire le bénédicité avant de manger. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. Vous n'avez pas protégé cette famille, Nana Ruth. Vous avez enterré la vérité en dessous. Et vous avez tout bâti sur un mensonge. La terre. Le nom. Et même les dîners du dimanche. Tyler, qui tenait toujours l'impression du test ADN, a tendu la main vers la photocopie. Il l'a lu. Ses mains tremblaient. Grand-mère. Vous saviez depuis tout ce temps. Assieds-toi, Tyler. Ne me dites pas de m'asseoir. La hiérarchie s'est brisée, juste là, au-dessus du Coblé aux pêches et du thé glacé. Je me suis tourné vers Lorraine, et j'ai adouci ma voix. Légèrement. Elle méritait au moins ça. Tante Lorraine. Au mariage, vous m'avez dit quelque chose. Vous m'avez dit, tu sais que tu ressembles exactement à l'oncle David, pas vrai? Lorraine a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. En silence. Vous aviez raison. La porte d'entrée s'est ouverte. Toutes les têtes se sont tournées. Sophie Keller se tenait dans l'encadrement. Les cheveux bruns tirés en arrière. La fossette à gauche. La même mâchoire que la mienne. La même mâchoire que celle de David. Elle portait un chemisier bleu, et un jean foncé. Elle tenait un dossier entre ses mains. En plastique transparent, tout comme le mien. Lorraine l'a vu en premier. Sa main s'est plaquée contre sa bouche.
David l'a vu en second. Il s'est levé si vite, que sa chaise a basculé en arrière et a heurté le sol. Le fracas a résonné dans la cuisine, comme un coup de feu. Tout le monde, ai-je dit. Je vous présente Sophie Keller. Elle a 27 ans. Elle vient de Brompton. Et c'est la fille de David. La voix de David s'est brisée. Adeline. Arrête, je t'en prie. Sophie a avancé dans la pièce. Elle n'a pas regardé David. Elle a regardé la famille. Elle a dévisagé les visages autour de la table, le gobelet, le thé glacé, les miettes de biscuits, et les 26 années de mensonges étalés sur la surface en chaîne, comme les preuves d'un procès. Je m'appelle Sophie. On m'a dit pendant 27 ans que mon père était parti avant ma naissance. Sa voix était calme. Elle s'était préparée. Je pouvais le sentir. Il n'est pas parti. Il était assis à cette table. Lorraine s'est levée. Elle a regardé David. Combien? Sa voix était plate. Pas un cri. Pire qu'un cri. Un cri contient de la chaleur. Ça, c'était de la glace. Combien d'autres y en a-t-il? Lorraine, s'il te plaît. Combien? David n'a pas répondu. Linda a fait une dernière tentative. Cette fille pourrait être n'importe qui. Tu ne peux pas débarquer chez les gens comme ça et... Sophie a posé son dossier sur la table. Elle l'a ouvert. Elle a fait glisser son résultat ADN, juste à côté du mien. David Townsend, parent, 50% d'ADN partagé. Le même résultat qu'Adeline. La bouche de Linda s'est refermée. Elle s'est rassise. Sa combativité s'était envolée. 2 résultats ADN. Une seule table. Un seul homme, père de 2 familles qu'il n'avait jamais reconnues. Linda s'est levée. La chaise a grincé avec un bruit strident contre le parquet. Sa voix a éclaté, comme quelque chose qu'on aurait maintenu sous pression pendant beaucoup trop longtemps. Tu es en train de détruire cette famille, Adeline. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après que nous t'avons élevé. Après que nous t'avons donné un foyer. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Tu as menti sur mon identité pendant 26 ans. Ce n'est pas à faire quelque chose pour moi, maman. Nana Ruth a pris la parole. Elle n'a pas crié. Nana Ruth ne crie jamais. Elle a prononcé ces mots, comme un juge énonçant une sentence. Si tu franchis cette porte, Adeline, ne reviens pas. Tu es exclue de cette famille. Je me suis tourné vers elle. 78 ans, 16 hectares, présidente du ministère des Femmes, fondatrice des dîners du dimanche, et bâtisseuse de mensonges générationnels. Je n'ai jamais fait partie de cette famille, Nana Ruth. Vous avez veillé à ce que ce soit le cas. J'ai soutenu son regard. La terre reste dans la lignée. Souvenez-vous de vos propres mots. En octobre, à cette même table. Le visage de Tyler était livide. Il a regardé Linda, puis Nana Ruth, puis David. Je n'arrive pas à vous croire. Aucun d'entre vous. David pleurait. La tête baissée, les épaules en avant, les mains agrippant le bord de la table. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je voulais vous le dire. Lorraine l'a interrompu. Sa voix était basse, maîtrisée. D'un calme terrifiant. Sors de chez moi ce soir. Fais un sac. Je me fiche de savoir où tu vas. Frank n'avait pas prononcé un mot pendant tout ce temps. Il était assis sur sa chaise, les mains à plat sur la table. Le côté paralysé par son AVC tremblait légèrement. Quand le silence s'est enfin installé dans la pièce, ce genre de silence qui survient après une explosion, il a parlé. Linda. Sa voix était rocailleuse. Y en a-t-il eu d'autre que David? Elle l'a regardé. Des traînées de mascara sur le visage, les lèvres entr'ouvertes. Frank, Y en a-t-il eu d'autres? Elle n'a pas répondu. Et dans ce silence, le dernier mur s'est effondré. Je me suis levé, j'ai regardé autour de la table. Linda pleurait dans ses mains. Nana Ruth était raide, fixant le mur au-dessus de ma tête. David s'était effondré en avant, son front touchant presque la table. Lorraine était debout, les bras croisés, tremblante. Tyler tenait sa tête entre ses mains. Brooke lui massait le dos.
Megan enfouissait son visage dans l'épaule de Jake. Frank était toujours assis. Toujours aussi solide. Il me regardait droit dans les yeux. Sophie se tenait près de la porte. Elle attendait, patiente. Comme si elle avait attendu toute sa vie, pour quitter une maison dans laquelle elle venait d'entrer. J'ai porté la main à mon cou. J'ai détaché le médaillon en argent, et je l'ai tenu dans la paume de ma main pendant un instant. Son poids. La chaleur accumulée, après l'avoir porté 22 ans contre ma peau. Ce petit bas, gravé avec une écriture soignée, par un homme qui m'avait offert une initiale parce qu'il ne pouvait pas me donner son nom. Je l'ai posé sur la table. À côté de l'enveloppe Kraft. À côté des 2 résultats ADN. Et à côté du gobelet aux pêches que personne n'allait manger. J'ai passé 26 ans à mériter ma place, dans une famille qui me devait déjà la vérité. Je me suis retourné. Je suis passé devant Sophie. J'ai franchi la porte moustiquaire, avec son heurtoir en laiton. J'ai dépassé le paillasson qui disait le bénissait cette maison. J'ai descendu les marches du porche, traversé le gravier. Marcus était adossé à la voiture. Il a ouvert la portière passager sans rien demander. Je suis monté. Il est monté. Le moteur a démarré. Le gravier a crissé. Et dans le rétroviseur extérieur, la ferme blanche de Nana Ruth est devenue de plus en plus petite, jusqu'à ce que les poiriers de Chine l'engloutissent complètement. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas retourné. 3 familles. 5 jours. Voici ce qui s'est passé. Frank a quitté la maison jaune, dans les 2 semaines qui ont suivi. Il a rempli un sac de sport, a pris ses médicaments pour la tension artérielle, et a conduit jusqu'au Comfort Inn sur la route 12. La chambre 214. Il a demandé la séparation légale en mai. 33 ans de mariage, anéanti par une lettre qu'il n'aurait jamais dû avoir à trouver. Linda est restée seule dans la maison. Le fleuriste a réduit ses heures. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle passait son temps à mal compter les tiges de fleurs, et à envelopper les compositions d'une main tremblante. Tyler l'appelait, mais les conversations étaient courtes, expéditives. Il disait « Je t'aime, maman » à la fin, mais la chaleur avait disparu. Remplacé par quelque chose de prudent, et de mesuré. Comme un homme testant son poids, sur une marche cassée. David a déménagé le soir même du dîner. Lorraine a fait son sac à sa place. Elle a plié ses chemises, a fermé le sac de sport, et l'a posé sur le porche. Pas de cris, pas de drame. Juste une porte qui se ferme, et le bruit d'un verrou qui tourne. Il a dormi au Millfield Motor Lodge pendant 3 semaines. Puis, il a loué la chambre située au-dessus de son atelier de menuiserie. 12 mètres de plafond en panneaux de particules, et un lit de camp qui grinçait à chaque fois qu'il se retournait. Megan a cessé de répondre à ses appels. Lorraine a demandé le divorce en juin. Sophie a appelé Tom Keller, l'homme qui l'avait élevé. Celui qui signait chaque carte d'anniversaire, « Je t'aime, papa ». Et elle lui a raconté la vérité. Tom est resté silencieux pendant 4 jours. Puis, il l'a rappelé. « Tu es toujours ma fille, Sophie. Rien ne changera jamais ça. » Janine a écrit une lettre à Sophie. Ses premières excuses en 27 ans. Et puis, il y avait Nana Ruth. Les murmures ont commencé à l'église baptiste de Millfield dans la semaine. C'est une petite ville. Et les grandes nouvelles y voyagent à la vitesse des discussions sur les parkings d'église. Elle a démissionné de son poste au ministère des Femmes, en mai. Les 16 hectares lui appartenaient toujours. La table en chêne était toujours là. Mais plus personne ne venait pour le déjeuner du dimanche. Les biscuits n'étaient plus préparés. Et le bœuf braisé restait au congélateur. Frank m'a appelé un mardi. Je suis au Comfort Inn, chambre 214. Tu pourrais m'apporter mes cachets pour la tension? Je les ai laissés sur le comptoir de la salle de bain. J'y suis allé. J'ai apporté les cachets, et je me suis assise avec lui pendant 1 heure. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il a mangé un sandwich de distributeur. J'ai bu un Dr Pepper. La machine à glaçons bourdonnait dans le couloir. Il m'a regardé une fois, à mi-chemin de ce silence, et m'a dit, la meilleure technicienne de labo de tout le comté. J'ai presque souri. 3 mois plus tard, Frank a trouvé un appartement d'une chambre sur Laurel Street, à 6 rue de l'Hôpital. Je l'ai aidé à s'installer.
J'ai porté des cartons, j'ai posé des rideaux, et j'ai programmé sa cafetière. Sa main droite reprenait des forces. Il s'est mis à marcher plus de 3 kilomètres par jour. Il paraissait rajeuni de 10 ans, maintenant qu'il était libéré du poids d'une maison bâtie sur des mensonges. Sophie et moi sommes devenus quelque chose auquel aucune de nous ne s'attendait. Pas des amis. Ce mot est trop banal. Des sœurs. Nous nous rencontrions toutes les 2 semaines, en alternant les villes. Je conduisais jusqu'à Brompton. Elle conduisait jusqu'à Millfield. Nous nous asseyions sur la banquette d'un café, peu importe lequel, et nous parlions de tout et de rien. Elle aimait le café noir et la vieille musique country. J'aimais le thé glacé et les mots croisés. Nous avions le même rire. Une courte expiration par le nez, suivie d'un hochement de tête. Le rire de David, apparemment. Linda a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, la 3e fois. Je suis ta mère, Adeline. Tu ne peux pas effacer ça. Je l'ai écouté une fois. Et je l'ai supprimé. Je ne lui devais aucune réponse. Je lui avais offert 26 années de silence. Elle pouvait bien supporter quelques mois du mien. David a envoyé une lettre. 6 pages manuscrites. J'ai lu chaque mot, je l'ai plié, et je l'ai rangé dans le tiroir de ma table de nuit. Juste à côté de l'enveloppe Kraft originale. Je n'étais pas prête à répondre. Peut-être que je le ferai, un jour. Ou peut-être pas. Cette décision m'appartenait désormais. Nana Ruth n'a pas appelé. Et je ne l'ai pas attendu non plus. En juillet, Marcus m'a demandé en mariage. À la table de la cuisine. Pas de restaurant chic. Pas de grand discours. Juste une bague, et une question. Et l'homme le plus stable que j'ai jamais connu, me regardant comme si je lui suffisais amplement. J'ai dit, oui. Sur le comptoir, derrière lui, la boîte du kit ADN reposait toujours sur l'étagère. Du carton blanc, un code-barre. Ce petit objet qui pesait moins de 500 grammes, et qui avait chamboulé 3 familles en 5 jours. Je l'avais gardé là. Pas comme un trophée. Comme un rappel. J'ai fait enregistrer un acte de naissance corrigé. La ligne du père, autrefois vierge, indique désormais à Frank Townsend. Parce qu'un père, c'est l'homme qui se pointe avec des œillets achetés dans une station-service, et qui vous tient la main avec son côté paralysé. Ce n'est pas moi qui ai détruit 3 familles. C'est un mensonge qui l'a fait. Moi, je me suis contenté d'allumer la lumière. Voilà mon histoire. 26 ans de silence, un seul test ADN, et 3 familles qui ont finalement dû affronter la vérité. Si cette histoire vous a rappelé que vous avez droit à des réponses honnêtes, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner. On se retrouve dans la prochaine.